Euh, Karine Laurent, c'est Tim. Donc, bienvenue pour ce webinaire qui va vous faire le compte-rendu de la conférence IDDRG 2021 qui sera présentée par André Maillard. Donc, c'est un suivi qui est fait par le CETIM dans le cadre de la veille technologique qui est réalisée en continu pour la profession découpage-emboutissage. Voilà, donc je vais laisser la parole tout de suite à André qui va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Merci Karine, bonjour à tous. Donc je vous propose de commencer la présentation. Alors, vous pouvez voir, je pense, mon écran. Donc tout est bon, est-ce que vous m'entendez bien et vous voyez bien? Parfait. Très bien, merci. Parfait. Alors, je propose donc de démarrer sur le rappel de ce que c'est que ce congrès. L'IDDRG est le congrès principal international qui traite de la mise en forme des tôles et de l'emboutissage. Ce congrès est annuel, il s'est tenu cette année à Stuttgart et avec les problèmes sanitaires que nous connaissons, il s'est également fait à distance. C'est le deuxième congrès qui se fait à distance. Il y a eu, comme régulièrement à ce type de congrès, beaucoup de présentations. Il y en a eu 143. Et également, une particularité de ce congrès, c'est que la part de l'industrie est quand même importante dans les présentations faites dans le congrès, d'où le double intérêt qu'il représente pour notre profession. Alors, un petit rappel, pour l'année prochaine, la France va avoir l'honneur de recevoir ce congrès qui va être réalisé à Lorient. Je pense que c'est vraiment l'occasion peut-être de rencontrer et de voir des choses également très intéressantes sur le sol français. Et le CETIM suivra bien entendu ce congrès en 2022. Alors concernant le congrès de 2021, il y a eu plusieurs thèmes, bien sûr. L'équipe des Métaux en feuilles du CETIM fait une sélection de ces thèmes pour les rendre un petit peu plus accessibles à notre profession. Et ces thèmes concernent les points suivants, la formabilité à température, la mesure et le contrôle, la simulation, le retour élastique, les bords découpés, les presses spéciales et nouveaux procédés. Je m'aperçois qu'il y en a 7 thèmes, et plus vite, hein, je suis désolé. Alors, je commence par un thème important qui est depuis plusieurs années abordé dans ce congrès, c'est le formage à température. Alors, la température est un moyen, on sait depuis pas mal de temps, d'améliorer la formabilité des tôles, mais aujourd'hui, je dirais qu'il se développe dans différentes directions, notamment pour le formage de l'aluminium. Donc ici, il s'agit du pliage, plus exactement, de l'aluminium aidé par le chauffage. Cette présentation a concerné le pliage de deux aluminiums, un aluminium qui est utilisé dans l'aéronautique et le 2017A T4, et un alliage plutôt utilisé, je dirais, dans les autres domaines, mais à l'état T6, qui est quand même pas du tout formable facilement, qui est le 6061. L'intérêt pour le pliage, qui est quand même une nouveauté au niveau de l'application de cette technique de chauffage, c'est qu'il permet de réduire le retour élastique, qui est le problème principal en pliage, et pour ces alliages-là, de manière très importante, puisque comme on le voit sur la figure de droite, où on a représenté sur le diagramme la température sur l'axe horizontal et un coefficient qu'on appelle K, qui correspond qui indique le niveau de retour élastique, si K tend vers 1, le retour élastique tend vers 0. Voilà, il n'y a pas de retour élastique. Et on voit très bien que, par exemple, dans ce diagramme, on voit très bien que
l'augmentation de la température pour certaines configurations d'essai, notamment la courbe orange, permet de réduire à zéro, quasiment zéro, le retour élastique. Donc globalement, dans cette étude, on voit qu'il y a des matériaux qui bénéficient mieux de la température, comme le 6061 T6. Un T6 est un état très dur. Et le 2017, par exemple, lui, la température permet d'éviter la rupture. Donc voilà, une application qui est présentée comme nouvelle concernant le pliage à température. Toujours pour l'aluminium, cette étude concerne l'application du chauffage, bien sûr, de l'aluminium, mais en y intégrant également le multipasse. Jusqu'à présent, les études portaient sur le formage de l'aluminium à température, mais sur une passe d'emboutissage. Ici, on voit très bien que le travail est un travail sur plusieurs passes d'emboutissage. Et vous voyez l'outil qui est présenté en haut, le plan de l'outil. Vous avez 4 étapes qui sont présentées d'ailleurs dans la gamme que vous voyez en dessous et qui peuvent être réalisées aussi bien à température ambiante qu'à température supérieure à l'ambiante. Et donc le multipass a pour but, c'est encore d'améliorer le formage à température. Hein. On peut être limité dans le formage à température par le fait qu'on ne fait qu'une seule passe. Et donc la proposition ici, c'est de l'appliquer à plusieurs passes d'emboutissage. Et dans le travail qui a été réalisé, il s'agit du 6082 T6. T6, ça veut dire très difficile à former à température ambiante. Eh bien, on voit très bien que si on chauffe à des températures de l'ordre de 350 degrés, ce qui est quand même assez haut en température pour l'aluminium, mais en tout cas, on évite complètement la rupture du relevé de collet. Voilà, donc une application, ici l'originalité, c'est l'application de la température au multipass. Toujours pour l'aluminium, qui est, comme vous pouvez le constater, un alliage qui est très visé depuis quelques années dans ce congrès. Il s'agit de le travail sur le retour élastique des pièces formées dans la droite ligne de ce qui se fait pour ce qu'on appelle la trempe sous presse, des aciers au bord. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, la trempe sous presse des aciers au bord, c'est un procédé qui est développé de manière industrielle depuis environ 15 ans et qui connaît toujours un accroissement important pour fournir des pièces de sécurité dans la voiture qui seront non déformées lors d'un choc. Cette trempe qui est faite sur ces aciers-là permet notamment de réduire, de ne pas avoir ou quasiment pas avoir de retour élastique. Mais dans la même démarche, et pour l'aluminium, on travaille sur 2 techniques de formage qui ne sont pas des formages à mi-chaud, comme on a pu le présenter tout à l'heure, qui ont l'avantage, le mi-chaud, de ne pas reprendre les caractéristiques de la matière après formage, puisqu'elles sont conservées à mi-chaud. Par contre, on le verra, pour le W-Temper ou le HQF, on est obligé de reprendre la pièce par un traitement thermique de vieillissement pour retrouver les caractéristiques mécaniques suffisantes de la pièce. Donc, les solutions W-Temper et HQF sont les solutions qui sont présentées ici. Alors, le W-Temper, c'est une solution où on va chauffer l'alliage d'aluminium, on va le tremper, il va être ce qu'on appelle à l'état de trempe fraîche, qu'on appelle souvent T4, et cet état de trempe fraîche fait que le matériau est apte à être formé à température ambiante. Donc, c'est ce qui est fait. Et ensuite, derrière, on fait un vieillissement, qu'ils appellent ici artificial aging, pour retrouver ces caractéristiques de résistance suffisantes. Le HQF, qui est un procédé qui s'appelle Hot Forming and Quenching, c'est quelque chose qui est très proche de ce qu'on appelle la trempe sous presse des aciers au bord, c'est-à-dire qu'on va chauffer l'alliage, on va l'emboutir à chaud, il va se tremper dans l'outil,
Donc ça, c'est complètement le même principe que la trempe sous presse des aciers au bord. Et derrière, on va être obligé, par contre, pour l'alliage d'aluminium, de restaurer ses caractéristiques mécaniques par un traitement de vieillissement. Donc ça, c'est ce qui est un petit peu le point faible de ces techniques. Concernant le retour élastique, vous voyez dans le diagramme du bas que cette pièce qu'on appelle un tunnel a beaucoup de retour élastique lorsqu'on est à l'état T6 et en formage à température ambiante. C'est la hauteur des barres. Par contre, lorsque vous êtes par exemple en HQF, vous avez quasiment plus de retour élastique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour ces matériaux qui ont vocation de remplacer certains aciers avec des performances ou des résistances équivalentes, mais surtout un allègement plus grand permis par l'alliage d'aluminium. Alors concernant la trempe sous presse, cette fois des aciers au bord, ici c'est la question se pose sur l'usure de l'outil. Et dans cette étude, on montre que la porosité de l'acier au bord, qui est revêtu d'un alliage d'aluminium-silicium, est influente sur l'usure des outils. Donc cette usure a été testée par un test tribologique que vous voyez à gauche, et pour différentes porosités de matériaux, ce sont des porosités qui se sont créées lors du chauffage de cet acier au bord dans le four tunnel, avant emboutissage. Eh bien, ces différentes porosités sont testées par cet essai, et on voit que cette usure est d'autant plus élevée que la porosité est importante. Et donc, il y a des paramètres dans le four de chauffage de l'acier au bord qui sont à prendre en compte, notamment le temps de chauffage, ici, qui est un paramètre qui a été particulièrement étudié, et aussi la variation des fournitures matières qu'on peut recevoir par les différents fournisseurs de ces aciers au bord. Donc en final, la porosité est un facteur influent sur l'usure des outils, et si on veut réduire l'usure des outils, qui est un problème important pour le formage des aciers au bord, il faudra aussi penser à travailler sur la porosité lors du chauffage, notamment de ces matériaux. Alors, toujours sur la trempe sous presse, l'intérêt dans la simulation de prendre en compte les réelles conditions de frottement entre la tôle et l'outil apparaissent ici grâce à un logiciel, enfin un module d'un logiciel. Ce module s'appelle Triboform. C'est un module dont on a déjà parlé à plusieurs reprises lors de ce suivi de congrès. C'est un moyen qui permet d'établir des cartes de frottement qui relient l'importance du frottement, qui est symbolisée par un coefficient de frottement, à partir de différents paramètres, comme ici la pression et la température. Pourquoi? Parce que en réalité, les contacts tôle-outil font que la pression et la température peuvent varier, et la vitesse d'ailleurs, etc., peut varier au contact de l'outil. Donc ici, c'est la trempe sous presse, donc les paramètres principaux sont la pression et la température. Ils vont faire varier les coefficients de frottement. Et si on compare la simulation faite comme on le faisait avant, avec un coefficient de frottement constant, comme vous le voyez ici à 0,45, on a un résultat de simulation d'emboutissage avec un logiciel qui s'appelle Autoform. Et si on prend en compte avec cette carte de frottement les vrais frottements, eh bien, on s'aperçoit qu'on a des résultats qui sont évidemment bien différents et qui sont particulièrement améliorés. Donc, ça va dans le sens des simulations aujourd'hui qui veulent intégrer de plus en plus de données précises, notamment sur les conditions de contact, et on le voit que pour la trempe sous presse, on a des résultats similaires que ce qu'on a observé sur la simulation à température ambiante. Donc, on est dans la même évolution. Il peut s'attendre à des améliorations de ce type dans l'avenir. Alors, toujours sur la trempe sous presse, donc pour les aciers au bord,
Udeholm, qui est un fournisseur d'acier à outils, a travaillé sur justement les matériaux destinés à être chauffés, matériaux à outils, hein, destinés à être chauffés lors de la trempe sous presse. Un des problèmes qui se posent pour ces matériaux, c'est que lorsqu'ils sont chauffés, lorsqu'ils subissent plusieurs cycles de chauffage, hein, liés aux milliers de pièces qu'ils réalisent, ils ont une dureté qui diminue. Vous voyez ici différents matériaux proposés par Udeholm et la dureté initiale, qui est le bleu clair, et la dureté après les cycles de chauffage qui a diminué. Évidemment, cette diminution de dureté fait que l'outil va s'user de plus en plus vite et vous voyez en bas, en milligrammes par minute, l'usure qu'on peut avoir concernant ces matériaux du fait notamment de la baisse de dureté. Le matériau qu'eux proposent, c'est le QRO90 qui, vous voyez, baisse le moins en termes de dureté du fait du chauffage qu'il subit, ces matériaux à outils, et qui évolue également très peu en termes d'augmentation d'usure, contrairement aux deux autres matériaux qui sont eux, très pénalisés par la température du process. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant à regarder. Il y a des propositions d'amélioration de la durée de vie des outils via les aciers à outils, comme on peut le voir ici. Alors, je voulais passer, donc là, on était sur le thème formage à température. Là, on passe sur le deuxième thème qui est mesure et contrôle. Donc, c'est un thème qui a toujours été important dans ce congrès, qui est aussi important, je dirais de plus en plus important dans la réflexion des entreprises pour l'avenir. J'avais parlé dans un précédent IDDRG d'une technique de numérisation de ce qu'on appelle la portée au bleu, qui est une technique de mise au point au niveau des outils d'emboutissage, qui définit les surfaces réellement de contact entre la tôle et l'outil, le cerf-flanc. Eh bien, cette technique a été employée ici pour prendre en compte les réelles surfaces de contact entre la tôle et l'outil, de façon à pouvoir générer ces vrais contacts lors de la simulation de l'emboutissage. En effet, ces contacts, si on ne prend pas en compte la déformation de l'outil et la déformation de la presse, eh bien, ne sont pas bien révélés par la simulation. Par contre, les mesurer sur presse, c'est vraiment prendre en compte les vrais contacts entre la tôle et l'outil. Et dans la simulation, on voit que ça a un effet tout à fait positif sur les résultats, puisque entre la comparaison des calculs expérimentaux et de simulation que vous avez à gauche et les résultats que vous avez à droite, vous voyez que vous avez quelque chose qui est beaucoup plus en conformité avec les mesures lorsque l'on prend les vraies mesures de déformation et de contact faites dans l'outil. Donc là aussi, on va vers une amélioration de la simulation par une prise en compte de l'ensemble du process et pas uniquement de la déformation de la tôle, mais ce qui peut aussi arriver, c'est la déformation de l'outil et également la déformation de la presse. Voilà, donc ça, c'est le sens des choses qui vont être de plus en plus totales lors des simulations, hein. Prendre en compte également l'ensemble du process, dont la presse. Toujours dans le thème mesure et contrôle, vous avez ici une présentation d'une application à un outil à suivre du contrôle et de la correction de l'outil à suivre à la suite de ces mesures de déviance que peut connaître le process. Alors, quelles sont les mesures? Donc, le formage est celui qui est présenté dans la mise en bande que vous voyez en haut. Vous voyez donc notamment un emboutissage ici qui est réalisé en deux temps, hein, deux types de formage. Dans cet outil à suivre, qu'est-ce qu'on a fait? On a introduit un système d'observation du flanc embouti ici, que vous voyez ici avec les 4 attaches, et on va mesurer l'avalement de ce flanc par mesure optique. Ensuite, vous avez un système de mesure de température qui se fait sur un bord d'outil.
et qui va donner une autre donnée d'échauffement. Et vous allez avoir également un moyen d'action sur le cerf-flanc, sur la pression exactement des ressorts du cerf-flanc, qui va être actionné à partir de l'analyse de ces deux données. L'avalement du flanc, la température vont être analysés puisqu'ils ont été corrélés à justement un résultat. Et la correction va être faite sur l'effort cerf-flanc pour pouvoir justement pouvoir réaliser la pièce bonne. Donc là, c'est l'originalité, c'est qu'on présente dans le détail une approche complète jusqu'à l'application et l'exploitation de contrôle dans un outil pour arriver à faire une pièce bonne. Donc c'est quand même remarquable. Et je pense que c'est le sens de l'histoire aujourd'hui dans notre métier. Alors, pour la simulation numérique, un petit point particulier. Je sais que certains d'entre vous peuvent beaucoup utiliser la simulation de l'emboutissage avec des logiciels comme Autoform. Il faut savoir que ces logiciels ont des limites, notamment pour les cas de petits rayons, pour les opérations d'étirage ou de frappe, dont ils ne peuvent pas restituer du tout de résultat. Et dans ce cas, on est obligé d'utiliser aujourd'hui d'autres modèles de simulation avec des éléments dits volumiques, comme vous pouvez le voir ici, on appelle ça des éléments solides, et qui sont beaucoup plus chronophages en temps, donc qui ne permettent plus d'utiliser les vitesses de calcul d'Autoform, on n'a plus des résultats importants, on a des temps de calcul chronophages, des coûts de calcul importants. Et c'est limitatif parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'outils, non seulement on a des petits rayons de formage, mais on fait beaucoup de conformation par du laminage, des tirages de parois, de la frappe. On vient frapper des zones. Et donc, on ne peut pas avoir par la simulation réellement tout ce qui se passe en mise au point et sur l'outil réel. Donc, dans cette étude, on essaie de travailler sur d'autres éléments qui sont des éléments qui vont pouvoir faire des calculs beaucoup plus rapides que les éléments solides habituels. Je vous renvoie vers une présentation que j'avais faite par Autoform, où ils avaient utilisé ce qu'ils appellent un élément épais, qui venait compléter leur élément et qui permettait de faire justement dans leur simulation des approches en type de frappe, mais rapides, des approches pas trop chères et rapides. Et on est dans ce même sens ici, on veut essayer de faire des approches pas chères et rapides. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que bon, on est encore dans des développements de simulation qui demandent encore à aboutir, mais on peut s'attendre dans l'avenir à avoir des outils de simulation qui vont prendre jusqu'à des opérations de laminage de parois, d'étirage, de frappe, de petits rayons, et donc quelque chose qui va être également plus complet. Donc vous voyez, on va être plus complet avec la prise en compte des déformations de l'outil, des formations de la presse, on va être plus complet avec la prise en compte des frottements, et plus complet également avec la prise en compte de l'ensemble des opérations de mise en forme des tons. Donc on peut s'attendre à vraiment une grosse évolution de la simulation dans l'avenir dans nos métiers. Concernant le thème du retour élastique, donc là plusieurs papiers. Ce papier est intéressant parce qu'il présente un moyen original de maîtriser le retour élastique en emboutissage. Ici, vous voyez, c'est ce type d'emboutissage qui est concerné. C'est une sorte de tunnel, mais en forme en S. Le problème des tôles dures, c'est que les tôles dures ont beaucoup de retour élastique. Et il y a différents procédés qui existent aujourd'hui pour essayer de contrer ces retours élastiques. Donc, il y a le press hardening, c'est-à-dire ce qu'on appelle la trempe sous presse, c'est-à-dire ce dont j'ai parlé tout à l'heure pour les aciers au bord, donc qui est une technique pour limiter le retour élastique. Vous avez une technique de formage où on va emboutir et on va ensuite bloquer le cerf-flanc juste en fin de formage, qui est connue. Vous avez une technique qui s'appelle le crash forming, qui est une technique qui vient former, mais avec un pliage sur la partie haute, et ensuite elle vient le conformer.
vous avez une technique classique de compensation de surface, c'est-à-dire on réalise un faux pour avoir la vraie surface. Vous avez la technique de smartphone form, pas smartphone, de smart form de ThyssenKrupp, ici. Et vous avez une autre technique qui avait été présentée aussi, qui est une technique de formage alternatif où on vient serrer d'un côté puis serrer de l'autre. Donc, toutes ces techniques ont pour vocation d'essayer de maîtriser le retour élastique de tôle à très haute résistance. Je vous renvoie vers ce qu'on a pu en dire lors de précédents IDDRG. Et je peux également vous répondre si vous me posez des questions là-dessus. Donc là, ici, une nouvelle technique, c'était une technique d'emboutissage où le serre-flanc va également pousser le flanc lors de son avalement dans l'outil. Donc ici, la matrice, en fait, c'est un tombé de bord, va former la pièce et en même temps, on va pousser la tôle de façon à mettre cette zone-là en compression. Donc le but, c'est de mettre ça en compression. C'est une approche similaire, à, si vous voulez, au smart form. Donc le but, c'est de mettre de la compression dans l'emboutissage. Et c'est quelque chose qui paraît intéressant parce que, comme vous le voyez dans la deuxième partie de cette présentation, qui est un peu plus longue, vous voyez qu'avec cette technique qui s'appelle TCD, vous avez diminué énormément le retour élastique ici, par rapport à des techniques, je dirais, sans maîtrise de retour élastique. Donc voilà, c'est quelque chose qui paraît intéressant et qui montre qu'on peut encore voilà, faire beaucoup évoluer la technique de l'outil pour pouvoir répondre à ces problèmes de retour élastique des tôles à très haute résistance. Ici, il s'agissait d'un DP 980 qu'on appelle plus généralement un DP 1000, donc qui est un acier à très haute résistance. Alors ici, c'est toujours dans le retour élastique, c'est pour également faire un lien avec votre conception d'outils. Quand on conçoit des outils, on a des outils avec une certaine rigidité. Ça rejoint le thème, c'est le point de la déformation de l'outil lors de la mise en forme. Ici, on a voulu volontairement faire déformer fortement l'outil. Comment? Mais en changeant bien sûr la masse de l'outil, de la matrice, ici le die, avec notamment une masse qui va se déformer plus. Et vous voyez que dans le cas où ça se déforme, je maîtrise moins le retour élastique. Alors le but, c'est évidemment, c'est pas d'être surpris par ce résultat. Tout le monde pouvait s'attendre à ce résultat, mais c'est pour vraiment montrer qu'aujourd'hui, les études vont aller au-delà simplement de la simple analyse de la mise en forme des tôles. Elles prennent en compte, comme je l'ai déjà dit, l'ensemble du process. Et ici, on va prendre en compte l'outil et sa déformation. Donc, c'est vraiment le sens, apparemment, des travaux qui vont être faits dans l'avenir et qui vont permettre d'avoir une approche vraiment, comme je disais, globale du process, de plus en plus globale du process pour pouvoir le maîtriser. Alors, toujours dans la prédiction du retour élastique, pour la mise en forme des aciers à très haute résistance, je vous ai parlé de l'outil de simulation qu'on appelle Triboform, qui permet de définir des cartes de frottement plus précises entre différents paramètres de formage et les vrais coefficients de frottement au niveau des contacts de l'outil lors de la simulation. Eh bien, c'est le cas ici. On a utilisé Triboform pour définir les bonnes cartes de frottement entre la tôle et l'outil. Et cette fois, on prend en compte notamment les vitesses de frottement, la rugosité des surfaces des outils, pour deux types d'acier tôle qu'on va former. Un acier de type DP800, qu'on appelle ici DH800, et un acier qu'on appelle complexe phase, c'est un CP800, qui sont tous les deux des aciers à très haute résistance, qui sont difficiles à former et qui vont faire beaucoup de retour élastique ici. Et avec la simulation, si on utilise la simulation pour mesurer l'angle de retour élastique que vous avez ici, eh bien, lorsqu'on prend une simulation avec un coefficient de frottement constant, donc qui n'intègre pas Triboform, vous avez des résultats
ici de retour élastique qui sont comme cela. Et lorsque vous intégrez des frottements, un coefficient de frottement avec triboforme qui prend en compte la pression, la température, la vitesse et la déformation locale de contact, eh bien, vous voyez que vous avez complètement changé, notamment les valeurs de retour élastique qui se rapprochent beaucoup plus de la réalité. Hein. Et donc, voilà, le gain triboforme est important pour le calcul du retour élastique. Et donc, vous l'avez également, pareil, pour l'avalement ici du flanc que vous avez ici. Donc, quelque chose qui est mal représentatif, pas bien représentatif avec un coefficient de frottement unique. Par contre, quelque chose qui est beaucoup plus représentatif avec un coefficient de frottement plus précis grâce à triboforme. Donc, voilà, donc toujours dans cette approche complète, notamment ici de la simulation. Alors, je voulais vous parler de nouveaux matériaux. C'est toujours aussi un sujet qui est régulièrement rencontré dans ce congrès. Ici, ce sont des matériaux qui ont une fonction. L'atoll ici est un multicouche composé d'aluminium et une couche thermoplastique composée d'éléments piézoélectriques. À quoi ça sert cet élément piézoélectrique? Ça va servir à remplacer des contacteurs aujourd'hui qui existent et qui sont faits d'une autre manière. Et donc, la question qui se pose ici, c'est que cette bande, cette tôle multicouche, doit être pliée. Et comment plier cette tôle multicouche? Eh bien, on doit la plier aujourd'hui avec un outil de pliage, comme vous voyez ici, mais qui est chauffé. Voilà. Donc, demain, si les choses arrivent dans nos entreprises et qu'il faut former ce type de multicouche, eh bien, il va falloir mettre au point des outils avec du chauffage, notamment ici. Donc ça, c'est un premier intérêt. Ce qu'on voit ici, c'est que le formage a pu être réussi grâce à des solutions liées à des bonnes températures qui ont été choisies ici. Et ça montre donc toute l'orientation qui peut arriver dans nos entreprises de demain si ces matériaux débouchent dans nos entreprises. Donc, il faut, en tout cas mentalement, peut-être être ouvert à ce genre d'évolution dans notre métier. Alors, autre évolution possible dans notre métier, c'est l'arrivée de matériaux que j'appelle moi sandwich, mais voilà, qui sont des matériaux multicouches, multi-fibres. Donc, vous avez le MPM, c'est métal, polymère, métal, et le FML, qui est un matériau avec des fibres métal ici. Donc, dans ce deuxième type de matériaux, donc ces matériaux métalliques avec des fibres laminées, vous avez une solution d'allègement et de renforcement des véhicules automobiles, notamment dans les futurs véhicules électriques. Pour lesquels il va falloir travailler beaucoup sur l'allègement du fait notamment du poids embarqué des batteries. Cette solution-là, qui est étudiée ici, si elle est plus facile à mettre en œuvre pour des MPM, métal, polymère, métal, elle est plus difficile pour des matériaux avec des fibres, qui sont ici des fibres de verre. Il faut d'abord les former à 200 degrés, mais même à 200 degrés, vous voyez que les fibres de verre se délaminent dans les zones qu'on appelle, nous, en rétrin. Donc, ça montre que ces matériaux-là, qui ne sont pas encore tout à fait prêts pour arriver, doivent être encore étudiés. Mais là aussi, encore, il faudra se préparer à travailler ces matériaux. Et vous voyez que j'ai beaucoup parlé de formage à température, mais ce sera très probablement du formage à température qui sera nécessaire pour travailler ces matériaux. Alors, je voulais parler des bords découpés. La problématique des bords découpés aujourd'hui, c'est que ces bords découpés, notamment pour les tôles dures, ont tendance à être très fragiles. Et lorsque on fait des relevés de collets sur des bords découpés, lorsqu'on fait des tombages de bords sur des bords découpés, eh bien, ils ont tendance à se déchirer.
et donc d'être vraiment un point faible dans la mise en forme de ces tôles à très haute résistance. Alors différentes techniques existent pour essayer d'améliorer cela. Donc vous avez une technique qui est connue et pour lesquelles il y a eu déjà des études dans le cadre de ce congrès, c'est qu'il y a une technique de double poinçonnage, un premier pré-poinçonnage et ensuite un poinçonnage de diamètre plus important et qui permet on sait pourquoi, enfin on l'a expliqué à plusieurs reprises dans le passé, on améliore la formabilité du bord découpé. Une autre technique qui s'appelle donc une technique si vous voulez, de préformage de, 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 de la débouchure avant découpage, ici, comme on le voit ici. Donc, ils appellent ça de cette manière, humped bottom punch, qui est une autre technique également qui a été proposée également à plusieurs reprises pour faire ce formage. Donc, c'est comparé, donc ces deux techniques sont comparées. Donc, la première que je vous ai indiquée et la deuxième que je vous ai indiquée. Et on voit très bien d'ailleurs le formage réalisé sur la découpe. Eh bien, on montre que la technique, la première technique est la technique qui permet d'avoir les meilleurs résultats vis-à-vis du risque de cric lors du formage du bord découpé. Donc voilà, donc ici c'est une analyse encore plus fine que ce qui a été fait, mais en comparant ces deux techniques-là. Et donc justement, toujours sur ce problème de bord découpé, vous avez ici une autre technique qui est proposée, qui est une technique de mise en compression du bord découpé. Certains, je sais, dans certaines entreprises, font de la mise en compression de bord découpé pour pouvoir justement essayer de mieux les déformer sans qu'ils cassent. Ici, c'est une technique un petit peu plus originale qui consiste à découper bien sûr le trou, venir avec la débouchure, ici ça s'appelle le scrap, refrapper le bord découpé. Pourquoi la débouchure? Parce qu'elle a exactement la forme de la partie que je veux refrapper. Et en refrappant ce bord découpé, je mets ce bord dans un état de contrainte qui est favorable à sa tenue lorsque je vais le déformer. Et on montre ici que avant découpage et après découpage, j'ai un état de contrainte ici qui est beaucoup plus favorable à ce qu'il soit découpé qu'avant frappe, hein, coining ça veut dire frappe ici, et c'est grâce justement à cette frappe que j'ai pu faire avec la débouchure. Alors, en termes de transposition, on pourrait revenir à une frappe non pas avec une débouchure, mais ça pourrait être remplacé par un outil. Hein, vous pouvez imaginer, par exemple ici, que la débouchure est évacuée à première découpe, mais qu'au pas suivant, on ait une matrice qui vient frapper ici, et encore au pas suivant, on vient de réformer. Et on peut espérer qu'avec une matrice de frappe qui aurait cette forme-là, d'obtenir cet état de contrainte et cette amélioration. Donc on voit une transposition possible pour nos outils. Donc c'est quelque chose qui me paraît intéressant pour nous. Alors toujours pour les bords découpés, qui posent un problème en termes de simulation du risque de cric des bords en emboutissage. Donc les logiciels comme Autoform sont limités justement dans l'analyse des bords de ce fait-là. Eh bien, il y a une méthode qui se veut vraiment très proche de la réalité grâce à un logiciel de mesure des déformations. Ici, c'est Gomme Aramis. Ce logiciel de mesure des déformations est appliqué à une pièce réelle sur laquelle on mesure des déformations. Ces déformations sur le bord découpé sont définies à la limite à rupture. Une fois qu'on a défini la limite à rupture de ce bord découpé, eh bien, on l'introduit comme une donnée de limite du logiciel Autoform. Et dans ce cas-là, on a une donnée existante, alors qu'on n'en avait pas avant, et le logiciel était capable, Autoform, d'estimer le risque de cric lors de la simulation, comme vous le voyez ici, grâce à cette analyse
à partir de ces mesures de déformation. Donc là aussi, c'est une autre possibilité qui est donnée dans le logiciel Autoform, à condition d'avoir une base de données de ce type-là. Et donc, c'est une base de données, par exemple, qui pourrait être développée soit par l'entreprise, bon, bien sûr, ça a un coût, hein, soit par un organisme comme le CETIM, hein, qui pourrait s'engager là-dessus et pouvoir fournir ce genre de données aux entreprises, et qui pourrait donc ensuite alimenter un logiciel comme Autoform. Alors, je voulais parler de presse. Pourquoi? Parce que là, il y a eu une présentation de 2 presses spéciales. Donc une première presse qui est une presse dédiée aux plaques bipolaires. Donc ces plaques bipolaires, c'est pour la fabrication des piles à combustible. Donc on est dans le remplacement, si vous voulez, des énergies fossiles par d'autres énergies plus écologiques. Et ici, les plaques bipolaires, ce sont des plaques qui sont des grandes plaques dans lesquelles tout un tas d'échanges vont être réalisés pour pouvoir réaliser notamment l'hydrogène. Et Schuler a développé des presses spéciales dédiées à ces plaques pour des productions, vous voyez, qui visent à 20 millions de plaques par an. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Et donc d'où justement cette proposition de solution de presse Schuler. Donc la solution BPL 50, ce sont des presses servomoteurs qui sont ici, qui sont 2 presses servomoteurs qui vont permettre d'alimenter les 2 plaques bipolaires. Ces 2 plaques bipolaires ensuite vont être réalisées à des cadences de 50 coups par minute et ils vont être positionnés au centre de la presse, l'une sur l'autre, et vont pouvoir être présentés ainsi au soudage qui va être lui fait en sortie de presse ici. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre que aujourd'hui on va avoir il se développe des presses spéciales pour travailler certaines fabrications, et vous voyez ici ce type de presse, et qui va pouvoir également bénéficier de la cinématique programmable des presses servomoteurs pour pouvoir justement mieux améliorer le formage, hein. Vous savez que les presses servomoteurs, c'est un des points principaux, c'est pouvoir améliorer le formage des tons. Alors toujours sur les presses servomoteurs, ici c'est un coussin à servomoteur sur une presse qui sert à faire de la trempe sous presse. Trempe sous presse, je vous rappelle, c'est de l'acier au bord, c'est de l'emboutissage à chaud ou d'un acier au bord qui est trempé sous la presse. Alors le problème de l'emboutissage à chaud, c'est la répartition des températures lors de l'emboutissage. Si on n'est pas à la bonne température, on n'a pas la bonne trempe et donc on n'a pas la bonne dureté de la pièce emboutie ensuite. Eh bien, ce qui montre dans cette étude, c'est que si on a un coussin servomoteur qu'on va pouvoir programmer avec contact, pas contact, contact, pas contact avec la matrice, eh bien, on va pouvoir réguler la température. Et en régulant mieux la température, eh bien, on arrive à développer des températures plus adaptées à la trempe sous presse, et également des températures qui seront plus aptes au formage. Ici, vous avez par exemple des profondeurs de formage qui pourront être différentes parce que j'aurai changé ma température lors de l'emboutissage. Donc on voit très bien que ici le servomoteur appliqué au coussin, ou ce qu'on appelle les marquettes pour les presses, utilisées en trempe sous presse, c'est quelque chose qui est potentiellement très intéressant pour améliorer l'emboutissage et la qualité ensuite du produit qui est obtenu. Alors là, c'est le thème de nouveaux procédés. Donc j'ai trouvé ce procédé, disons curieux, je ne dis pas qu'il est vraiment applicable, mais qui était intéressant. Donc, ce procédé est appliqué à un alliage d'aluminium à l'état T4 qui est difficilement, enfin, qui est formable sous presse, mais qui demande vraiment à mettre au point les paramètres de fabrication de la presse, et qui surtout présente beaucoup de retours élastiques en fabrication.
eh bien, ils utilisent deux évolutions de l'outil. Une première évolution, c'est un serre-flanc macro-structuré. Ce n'est pas micro-structuré, mais c'est macro-structuré. Alors, comment est fait ce serre-flanc? Ce serre-flanc est fait par des ondes et qui vont retenir alternativement le flanc, et non pas sur une surface plane, mais sur une surface sur laquelle le flanc va faire du pliage-dépliage, un peu comme ce qu'on peut retrouver sur des redresseurs. Donc ça a un avantage qui a été montré lors d'un précédent d'IDRG pour notamment limiter l'effort de retenue et limiter les contacts, limiter le risque de grippage, notamment des contacts sous serre-flanc. Et il élargit notamment le domaine de faisabilité en emboutissage. Le domaine de faisabilité, c'est la zone verte. Et la deuxième innovation ici, c'est qu'ils utilisent pour cet aluminium du formage cryogénique. Alors, le formage cryogénique, c'est une technique de formage qui est un peu plus discutée aujourd'hui pour l'usinage, puisqu'on travaille sur l'usinage cryogénique. Mais le formage cryogénique de l'aluminium ici est quelque chose qui a déjà été étudié et qui a montré pour l'aluminium, pour la mise en forme, que grâce à ce refroidissement à des températures très basses, on augmentait, contrairement à ce qu'on pense, pour certains aluminiums, sa capacité de déformation. Et donc, c'est intéressant pour nous. Et en plus, ici, on réduit le retour élastique, comme vous pouvez le voir ici. Donc, la réduction du retour élastique, son augmentation de la formabilité, alliée à ce serre-flanc macrostructuré, je trouvais ça intéressant en termes de R&D. Je ne dis pas qu'aujourd'hui ça va arriver, mais ça montre un peu des orientations encore, voilà, très innovantes dans notre métier, mais qui demandent encore à être quand même démontrées. Voilà, j'ai terminé ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Vous avez l'ensemble des références bibliographiques qui sont présentées dans ce document. Et je me tiens à votre disposition pour vos questions si vous le souhaitez.